Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour introduire un petit peu, effectivement, nous sommes un bureau d'études en fluide, énergie, développement durable, économie circulaire depuis, moi personnellement, depuis 27 ans. Et donc, effectivement, mais nous avons aussi une autre casquette, c'est que nous accompagnons, du moins j'accompagne les pouvoirs publics, notamment français, mais pas que, sur la mise en place de dispositifs réglementaires, l'accompagnement des dispositifs réglementaires liés au secteur du bâtiment. Et je suis également enseignante dans diverses grandes écoles. Donc, je vais vous faire effectivement, je vais vous parler via des cas pratiques un petit peu à la fin, mais je vais aussi un petit peu replanter ce contexte réglementaire. Ça a déjà été évoqué juste avant, mais je pense que c'est quand même très important de prendre conscience que, effectivement, alors hop, non, ça ne passe, si, hop. Voilà. Ce contexte, on a effectivement, si on regarde à l'échelle française, en tout cas, puisque nous sommes aujourd'hui à Paris, donc le contexte énergétique et environnemental, on parle beaucoup aujourd'hui d'émissions de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas non plus oublier que aujourd'hui, la facture énergétique de la France, c'est 44 milliards d'euros par an. Bon, alors certes, on n'est pas à ça près avec notre dette de 2000 milliards d'euros, mais quand même, cette problématique l'aggrave d'année en année, donc il y a quand même un sujet. On a le sujet aujourd'hui de la précarité, du fait que plus de 13% des ménages aujourd'hui en France sont en situation de précarité, c'est-à-dire n'arrivent plus à payer leurs factures, et ça on le voit de plus en plus souvent, notamment chez des propriétaires occupants qui n'arrivent plus à se chauffer avec des murs qui sont truffés de moisissures et des enfants qui vivent dedans. Alors oui, le secteur du bâtiment, c'est 43% des consommations énergétiques, donc c'est le secteur phare sur lequel les pouvoirs publics savent qu'il faut agir et qui ont mis les moyens, on le verra tout à l'heure, réglementaires pour pouvoir y arriver. Les émissions de CO2, bon, alors selon les sources, on a entre 20 et 25% des émissions de CO2, mais ça reste quand même un poste conséquent. Et n'oublions pas quand même le dernier sujet qui est l'appauvrissement des ressources, des matières premières, qui nous pose quand même quelques soucis aujourd'hui sur les chantiers. Donc il faut trouver ce bon équilibre. Alors, une petite photo satellite, mais je pense que dans la salle, vous êtes tous sensibilisés au fait que le changement climatique, aujourd'hui, c'est indéniable. Vous voyez la fonte de la calotte glaciaire entre 2012 et 1984. Bon, l'image parle d'elle-même. Les climato-sceptiques peuvent quand même remettre en question leurs convictions, parce que là, on ne peut pas le nier. Alors, côté français, donc ces émissions de CO2, effectivement, c'est aujourd'hui ce qui guide beaucoup les dispositifs réglementaires. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, le secteur les émissions de CO2 liées à l'énergie dans le secteur du bâtiment, ça représente environ 17%, avec les 41% liés au logement, 39% liés au bâtiment tertiaire. Mais à cela, il faut rajouter les émissions de CO2 liées au secteur de l'industrie, donc des matériaux de construction, notamment, qui représentent donc 23% des 19%. Donc ce schéma, c'est un schéma du Haut Conseil pour le climat, qui est assez récent, en sachant qu'une grande partie vient quand même de la production de ciment dans ce taux. Alors, effectivement, la France s'est engagée dans une stratégie nationale bas carbone très ambitieuse. Et depuis, effectivement, 27 ans que je travaille pour les pouvoirs publics, s'il y a une constante, en tout cas, chez quels que soient les gouvernements de droite, de gauche ou de pseudo-centre,
où effectivement, il y avait toujours cette volonté d'aller plus loin en termes de performance énergétique. Là, effectivement, la prise en compte du sujet carbone est assez récente. Elle avait été initiée sous le gouvernement Hollande. Et on a aujourd'hui cet objectif de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire que nos émissions carbone ne devront pas dépasser notre capacité à absorber ces émissions de CO2. Alors, l'objectif, il est fou, hein. C'est ultra ambitieux. C'est tout secteur confondu. Donc, aujourd'hui, effectivement, le gouvernement met en place des actions, des réglementations pour que tous les secteurs arrivent à se décarboner. Est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout est fait pour nous emmener sur ce chemin et essayer d'avoir des objectifs les plus ambitieux possibles. Avec, en parallèle, le sujet du réchauffement climatique. Donc, ce réchauffement climatique qui s'illustre par ce joli graphe de Météo France, qui nous montre donc sous un scénario de réchauffement climatique prévisionnel de 8,5, à la fin du siècle, en 2071-2100, qu'est-ce qui est prévu ? Eh bien, il est prévu que les canicules vont être non seulement de plus en plus longues, mais aussi de plus en plus chaudes. Donc, on va avoir ces deux phénomènes parallèles. Sauf que ce qui est assez intéressant, c'est en fait de voir que il y a 2 ans, on a eu une canicule. Alors, je ne sais pas comment marche le pointeur, mais bon, on a eu une canicule qui se situe à peu près au milieu de la courbe. C'est-à-dire, on a une canicule assez longue, très chaude. Donc finalement, Météo France était un petit peu en avance dans ses prévisions, où on commence déjà à ressentir ce phénomène plus chaud, plus long. Et ça, c'est sans prendre en compte les sujets d'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc ça signifie que sur chacun de nos projets, il faut qu'on réfléchisse à concevoir des bâtiments qui soient de plus en plus résilients face à ces vagues de chaleur, sans forcément compenser ça par des dizaines de groupes extérieurs en toiture qui, eux aussi, en rejetant du chaud, vont aggraver encore plus cet effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, soyons un peu éco-citoyens. Alors, c'est vrai que depuis... historiquement, la France adore s'auto-flageller en disant qu'on est hyper en retard par rapport aux autres pays étrangers. Mais en fait, là, aujourd'hui, je pense qu'on a, en termes de dispositifs réglementaires, beaucoup de textes, même limite un petit peu trop. On les a reçus ces dernières années un peu comme une tempête de grêle, avec des textes qui viennent de toutes parts et qui sont publiés de manière régulière, en sachant qu'on a 3 grands dispositifs aujourd'hui. Justement, pour le secteur de la rénovation énergétique, on a le diagnostic de performance énergétique, alors qui ne réglemente pas le carbone bâtiment, mais qui en tout cas met un message très fort sur la décarbonation liée aux consommations énergétiques. Donc, qui va très loin, puisqu'effectivement, aujourd'hui, les passoires thermiques en classe EFG sont interdites à la location avec des contraintes au niveau de la vente. Donc, on a ce dispositif. On a un dispositif extrêmement important pour les bâtiments tertiaires, qu'ils soient neufs ou existants. C'est le décret éco-énergie tertiaire qui, lui, effectivement, va exiger que les factures réelles d'énergie au sein des bâtiments soient limitées à certaines valeurs, des valeurs ultra ambitieuses, puisqu'elles sont au seuil, voire meilleures que celles des bâtiments neufs. Donc, voilà, une exigence absolument incroyable dédiée aux bâtiments tertiaires. Et puis, notre réglementation, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières années, l'ARE 2020, donc cette réglementation environnementale,
imaginé dans les années 2020, mais en application réel pour quelques secteurs d'activité depuis 2022, qui va être complété normalement d'ici la fin de l'année pour d'autres secteurs d'activité, qui a pour objectif de s'intéresser essentiellement aux bâtiments neufs, mais que les pouvoirs publics nous autorisent à appliquer en cas de rénovation conséquente. Donc on a cette possibilité. Et effectivement, la grande nouveauté de cette RE 2020, c'est qu'en fait, on va venir s'intéresser à la fois aux consommations énergétiques, au confort d'été, qui sont les indicateurs historiques, on va dire, de nos réglementations depuis 1974 en France, mais pour la première fois, on vient réglementer les émissions carbone liées à la construction des bâtiments. Et ça, c'est vraiment la grande nouveauté, avec des seuils progressifs. Donc, c'est ça qui est absolument formidable dans cette RE 2020, c'est qu'on a des valeurs qui sont déjà affichées pour les dépôts de permis de construire à partir de... Donc, il y avait 2022, 2025, 2028, 2031, donc une progressivité qui permette aux acteurs de se projeter, éventuellement aux maîtres d'ouvrage d'anticiper les seuils, et les collectivités ne se privent pas actuellement pour nous demander d'aller très loin, puisqu'on a de plus en plus de projets où les collectivités nous demandent d'ores et déjà d'anticiper le seuil de 2028, donc d'avoir toujours cette longueur d'avance. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a tout ce qu'il faut, en tout cas en termes d'outils législatifs, réglementaires, pour pouvoir s'inscrire dans cette stratégie nationale bas carbone. En sachant que c'est vrai qu'historiquement, en France, on a un esprit un petit peu latin qui fait que dès qu'on a une réglementation, on essaye plutôt de la contourner. Donc ça, c'est historique sur les projets. On le voyait régulièrement. Et la grande nouveauté, en tout cas, c'est que moi, ce que j'ai pu constater sur nos opérations, c'est que le sujet du carbone, en tout cas, est vraiment pris de plus en plus au sérieux, est anticipé. Ça devient vraiment une demande plutôt qu'une contrainte des pouvoirs publics, et ce qui rend la chose beaucoup plus acceptable, en fait, pour pouvoir co-construire un projet. Parce qu'effectivement, in fine, c'est quoi un bâtiment bas carbone? Parce qu'il n'y a pas de définition officielle aujourd'hui. Donc déjà, un bâtiment bas carbone, c'est vrai on parle beaucoup, effectivement, je vous ai parlé du sujet énergie, du sujet des matériaux de construction, mais avant tout, il y a le sujet de où s'implanter. En fait, ça fait des années que les acteurs dans les discussions au ministère demandent à ce qu'on prenne en compte la question des émissions carbone liées aux véhicules, au transport des occupants. Et en fait, ça n'a jamais été fait. Alors, la réponse officielle du ministère, c'est toujours la réglementation. C'est un autre ministère, c'est le ministère des Transports. Donc, le ministère, effectivement, qui s'occupe de l'énergie et de l'environnement, qui change de nom tous les 4 matins, n'est pas en fait concerné par ce sujet. Mais la vraie raison, c'est que si vous regardez les émissions de CO2 du transport des occupants par rapport à l'énergie et aux matériaux de construction, c'est absolument peanuts. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, le sujet des transports est prioritaire, d'où implanter ce bâtiment. Ensuite, c'est effectivement le sujet. Quelle surface a-t-on besoin pour répondre aux véritables enjeux du bâtiment, au futur usage? Est-ce qu'il vaut mieux construire ou réhabiliter? Donc la question se pose effectivement aujourd'hui. Est-ce qu'on démolit, on reconstruit? Est-ce qu'on restructure? Les deux cas de figure sont effectivement envisageables. Quelles ambitions va-t-on mettre sur le projet? Est-ce qu'on se contente d'ambitions un peu ric-rac, ou est-ce qu'effectivement juste réglementaire, ou est-ce qu'on va plus loin?
comment on va pouvoir utiliser ce bâtiment dans les meilleures conditions. Alors ça, c'est un sujet intéressant parce qu'on réalise aussi beaucoup d'audits de bâtiments existants et d'audits énergétiques notamment. Et on s'aperçoit que finalement, les bâtiments les plus catastrophiques en termes de consommation réelle ne sont pas forcément ceux qui ont été construits avant la guerre, mais sont très souvent des bâtiments qui ont été construits ces 20 dernières années. Donc, où, certes, sur le papier, il y a tout un panel de médailles de certification, labels divers et variés, mais quand on regarde les factures réelles, ça explose complètement parce que personne ne s'intéresse aux consommations énergétiques parce qu'il y a eu des petits soucis pendant le chantier qui ont fait que ce qui était prévu initialement n'est pas ce qui a été installé. Mais les passoires thermiques ne sont pas forcément celles qu'on peut croire, ou qu'on imaginerait. Et puis, le sujet, effectivement, de l'énergie, comment recourir à des énergies moins carbonées. Alors là, c'est en théorie. En théorie, c'est vrai que la stratégie bas carbone, c'est déjà, on réhabilite au lieu de transformer, on lutte aussi contre l'artificialisation des sols et donc tous les problèmes, effectivement, d'eau qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de gestion des eaux pluviales. En cas de démolition, eh bien, effectivement, de toute façon, ça, c'est réglementé. Aujourd'hui, on doit réaliser un diagnostic PEMD, diagnostic ressources, et effectivement, imaginer une stratégie de réemploi qui peut être in situ ou hors site. Puisqu'on a ce diagnostic, autant en profiter. Quand on construit, on peut anticiper les seuils 2025, 2028, 2031. Mais également, c'est le moment de challenger les équipes, les industriels sur quelles solutions techniques va-t-on mettre en place sur le projet. Et ça, c'est vraiment cette nouveauté en fait qui est très positive, qui a été instaurée dans la RE 2020. C'est comment mieux faire communiquer les équipes. Ça nécessite plus de réunions, de brainstorming, puisque comme on va le voir, le sujet du bas carbone, eh bien, il y a plein d'effets collatéraux. Alors, si on reste, effectivement, cette conduite de projet, c'est intégrer ce sujet du carbone à toutes les phases du projet, du montage jusqu'à la mise en service du bâtiment, comme je vous disais tout à l'heure avec les dérives, mais également tout le suivi de chantier, parce que quelques petits produits à droite à gauche, des petites variantes parce que le produit d'origine n'était pas disponible, eh bien, ça peut complètement plomber le bilan carbone du bâtiment, selon le poids des éléments en question. La conception, effectivement, on en a parlé, sur la réflexion sur les usages, la frugalité, la réversibilité, les choix architecturaux, techniques du projet, les optimisations fonctionnelles, les comparaisons des vecteurs énergétiques, des modes constructifs. Donc, ça nécessite, un bâtiment bas carbone, ça nécessite de faire plus d'études comparatives, compétences. C'est aussi une démarche énergétique et environnementale plus cohérente en termes de bioclimatique, de réduction des besoins, de recours aux énergies renouvelables. Ce sont aussi effectivement une mise en œuvre de qualité, avec des choix de produits, mais également d'impact chantier à limiter tout au long de la construction. Et puis après, l'utilisation du bâtiment avec son accompagnement, la sensibilisation des utilisateurs, des exploitants et le suivi des consommations. Donc cette stratégie bas carbone, c'est d'abord plus de frugalité dans les cas concrets, plus de frugalité. Alors bien sûr, vous allez en parler beaucoup aujourd'hui, j'ai vu ça dans le programme sur le choix de matériaux issus du réemploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on y va petit à petit avec les granulats, les chemins de câbles, les sanitaires, les garde-corps qui sont assez rentrés dans les mœurs. Quand on commence à aller plus loin, ça grince un petit peu des dents. Donc sur le sujet des ressources, mais
c'est jouable. On était assistant à maîtrise d'ouvrage pour la ville de Paris sur la rénovation de la Maison des Canaux, qui n'est pas très loin d'ici, qui a été réhabilitée avec 95% de matériaux issus du réemploi. Donc, on sait aujourd'hui, effectivement, alors, petite réhabilitation hein, de 400-500 mètres carrés, mais bon, voilà, ça permet de montrer l'exemple. Inciter à la frugalité ensuite, tout en maîtrisant les effets collatéraux. Par exemple, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'optimisation structurelle. Est-ce qu'on a toujours besoin, effectivement, sur des bâtiments neufs, d'avoir un voile béton de 20 cm en façade? Est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment, parce que finalement, l'inertie, à partir du moment où on isole par l'intérieur, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir un mur qui est lourd, si ce n'est peut-être en termes de durabilité. Donc, éviter tous les surenchérissements de matière. Alors là, je me bats contre aller coller de la brique sur un mur en béton. C'est quand même ridicule. On vient rajouter du carbone sur du carbone. Voilà. Si on veut de la brique, on la réassume. Sinon, eh bien, effectivement, on fait des bétons teintés, matricés, mais on évite ces surenchérissements de matière. Et si on venait un petit peu aux sources, justement, en assumant nos matériaux de construction, comme on le faisait historiquement. C'est aussi bien choisir, donc alors, privilégier des matériaux à faible impact environnemental. Alors ça, c'est bien sûr, c'est sur la théorie. Aujourd'hui, on a une super base de données IGNES qui nous permet d'avoir accès à toutes les fiches. Mais en fait, le secret de la base de données IGNES, il est surtout dans le fait que c'est une base publique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dès qu'un industriel dépose une fiche, il y a tous ses concurrents qui se jettent sur cette fiche pour l'analyser, pour se dire « Ah, mais tiens, mon concurrent, il a des très bonnes valeurs. Est-ce qu'elles sont vraies ou fausses, ces valeurs ?» Si elles sont fausses, il va tout de suite les dénoncer. Ça, c'est déjà fait. Hein. Il y a des fiches qui ont été suspendues pour cause de délation. Mais si la fiche est effectivement confirmée, eh bien, tous les concurrents s'empressent de se dire est-ce qu'il faut qu'on change nos process de fabrication pour pouvoir être aussi bon. Donc, c'est vrai qu'il y a cette mise en concurrence avec le fait d'avoir cette base de données nationales qui est absolument formidable. Parce qu'effectivement, décarboner, ce sont d'abord les industriels, il y en a plein aujourd'hui, qui sont apparemment sponsors de la journée, et qui effectivement vont avoir ce rôle. Parce qu'on peut imaginer plein de choses, je vous l'ai dit, sur la frugalité, sur effectivement la compacité et autres, mais derrière, il nous faut bien les matériaux de construction. Mais ça demande aussi d'être toujours en veille de toutes ces innovations, parce qu'aujourd'hui, des publicités dans les boîtes aux mails étiquetées conformes à la norme RE 2020, donc déjà c'est faux, ce n'est pas une norme, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, matériaux bas carbone et compagnie, on est submergé. Donc il faut aussi faire le tri parmi tous ces sujets. Et puis aussi le sujet de l'analyse des lots techniques, parce qu'il faut savoir qu'un bâtiment de bureau, aujourd'hui, c'est un tiers de gros œuvres, un tiers on va dire de seconde œuvre, et un tiers de lots techniques. Donc ça, c'est pas tout à fait la même proportion dans les bâtiments de logement, mais c'est important. D'avoir ces chiffres en tête, c'est-à-dire que finalement, on dit souvent, oui, c'est de grosses œuvres qu'il faut décarboner. Oui, mais pas que, en fait. C'est l'ensemble du bâtiment qu'il va falloir décarboner pour arriver à ces seuils. Et toute la difficulté, c'est effectivement que cette performance énergétique et environnementale, elle est un petit peu au cœur de plein d'effets collatéraux, beaucoup de risques, des risques. On a le sujet, bien sûr, des ressources, des besoins, des impacts architecturaux, mais par exemple, confort et santé ou structurel. Alors, le cas typique structurel, c'est les toitures végétalisées. Toitures végétalisées, aujourd'hui, la biodiversité, c'est un sujet, c'est génial. Effectivement, il faut faire la toiture végétalisée. Mais pour qu'elle soit intéressante, cette toiture végétalisée, il faut de la toiture intensive. Donc, plutôt avec des substrats épais. Mais ça veut dire du renforcement structurel. Donc, ce renforcement structurel, il ne va pas du tout dans le sens du bas carbone.
On a l'autre exemple, c'est effectivement des bâtiments de bureaux qu'on aménage avec des cloisons vitrées. Les cloisons vitrées sont une catastrophe en termes d'émissions carbone, à moins qu'elles soient effectivement issues du réemploi. Mais ce sujet, voilà, par exemple, le confort acoustique, la mise en place de plein d'éléments dans les salles, que ce soit verticaux, horizontaux, acoustiques, ça a aussi un poids carbone. Le sujet du confort d'été avec les protections solaires. Les protections solaires, aujourd'hui, ont un poids carbone qui est extrêmement important, qui est quasiment au niveau du poids carbone d'une fenêtre. Donc, on double le poids carbone, en fait, avec une protection solaire extérieure, d'autant plus si elle est motorisée. Donc aujourd'hui, et puis la stratégie, par exemple, des pompes à chaleur aujourd'hui du gouvernement, qui est intéressante, mais qui effectivement, on déplace le problème, puisque dans les pompes à chaleur, on a des fluides frigorigènes qui aujourd'hui ont un impact ultra néfaste sur l'environnement. Donc bon, il faudra aussi le gérer. Et petit point important quand même sur ce sujet, c'est qu'on parle beaucoup de bas carbone, mais en fait, il n'y a pas que le critère carbone à regarder quand on étudie un projet. Alors bien sûr, il y a les sujets que vous voyez à l'écran, le coût, les charges, la maintenance, la durabilité, bien sûr, mais également tous les autres critères qu'on trouve dans les FDES et les PEP qui sont fondamentaux sur tous ces autres critères environnementaux qu'on a un petit peu tendance à délaisser, par exemple le sujet de l'eau. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil sur la quid des bâtiments tout en verre dans le futur. Honnêtement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que notamment la RE 2020 renforce le BBio des façades en 2025 et en 2028. Voilà. Donc ça va être de plus en plus compliqué, en tout cas pour les façades rideaux, de respecter ces seuils. Donc il va y avoir de l'innovation qui va être nécessaire. Il y a le sujet du confort d'été et de la mise en place des protections solaires, plus le sujet du carbone. Donc ça va être un vrai défi, en tout cas dans les années qui viennent, plus le décret tertiaire. N'oublions jamais le décret tertiaire qui va aussi être à respecter. Et effectivement, vous avez vu les actualités, on va être dans un contexte énergétique, enfin on était déjà dans un contexte qui était assez compliqué, avec les différentes guerres. Et là, on se retrouve en plus dans un contexte énergétique législatif qui va être peut-être très mouvementé. Donc on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve en termes de choix techniques. Peut-être qu'effectivement, les choix d'aujourd'hui ne seront pas ceux de demain, mais enfin, on peut quand même espérer que cette stratégie bas carbone va rester une priorité et qu'effectivement, ça va permettre de mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors juste, il me reste 1 minute 30. Alors je vous avais préparé pas mal justement d'exemples sur lesquels on a eu la chance d'intervenir, mais vous avez aussi les architectes et des maîtres d'ouvrage dans la salle, donc qui pourront répondre à vos questions. Ce très beau bâtiment, Sways, qui est la restructuration d'un ensemble immobilier de bureaux, avec comme maître d'ouvrage Bouygues Immobilier et architecte Béchu et Associés, qui est situé à Issy-les-Moulineaux, qui est très intéressant en termes de bas carbone, à la fois par les systèmes énergétiques innovants, mais également sur le fait que c'est une restructuration. Donc, tout le gros œuvre a pu être conservé et un bâtiment qui était très innovant réglementairement, puisqu'on avait demandé au ministère une dérogation pour anticiper le label E+C- sur une restructuration lourde qui n'était pas autorisée à l'époque. Et c'est en partie grâce à ce bâtiment qu'aujourd'hui, les réhabilitations ont la chance de pouvoir appliquer la RE 2020 si elles le souhaitent. Et je crois qu'il me reste... Voilà, je vais m'arrêter là et vous remercier de votre attention.